Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Dans la nuit du 13 au 14 avril, une coalition de 3 pays, États-Unis, France, Grande-Bretagne, lançait une attaque contre la Syrie. Avec ces frappes extrêmement ciblées, pour ainsi dire parcimonieuses, les grandes puissances occidentales ont voulu signifier à Bachar el-Assad, à ses alliés et au reste du monde qu'il existe une ligne rouge entre ce qui est tolérable dans la guerre et ce qui ne l'est pas. Voici comment le président français Emmanuel Macron, quelques jours plus tard, justifiait cette opération de représailles. Alors je vous le demande, les mêmes qui à chaque fois s'indignent devant les images que nous avons vues d'enfants, de femmes morts d'attaques de chlore, les mêmes, restons-nous assis, défendons-nous des droits en disant les droits c'est pour nous, les principes c'est pour nous, mais la réalité elle est pour les autres. Non, non. Au milieu de toutes les barbaries qui ensanglantent la Syrie depuis 7 ans, on peut s'interroger sur le sens de cette expédition punitive. Pourquoi maintenant et pas avant? Plus fondamentalement, on peut se demander pourquoi l'usage de gaz toxiques est-il à ce point intolérable. Nous produisons, nous vendons et utilisons des armes classiques qui s'avèrent infiniment plus meurtrières, sans mobiliser les coalitions internationales. Mais il existe pour les armes chimiques une différence de nature. Pour s'en convaincre, on peut relire les témoignages effroyables des survivants des tranchées de la guerre de 14-18. Attention, les images sont dures parfois, dans ce rappel historique signé Mélanie Ohayon. L'armée allemande lance sa première attaque chimique à grande échelle le 22 avril 1915, près de la ville d'Ypres en Belgique. Des vapeurs de chlore se répandent dans les tranchées des forces alliées. En quelques heures, plus d'1 millier de combattants meurent asphyxiés par ce brouillard toxique. Des milliers d'autres sont gravement touchés aux yeux et aux poumons. Au total, au cours de la Grande Guerre, près de 100 000 soldats sont morts gazés. Avancées technologiques et développement de l'industrie favorisent la multiplication des gaz mortels. Guerre 39-45, le Zyklon B, un pesticide contenant du cyanure d'hydrogène, est utilisé dans les chambres à gaz nazies. Au Vietnam, au Laos et au Cambodge, l'armée américaine déverse des tonnes d'agents orange sur les forêts et les cultures pour affamer la population et stopper l'avancement des forces communistes. L'herbicide orange provoque brûlures, cancers et des malformations parfois sur des générations. Lors de la guerre Iran-Irak, le régime de Saddam Hussein utilise du gaz moutarde et du gaz sarin, un puissant neurotoxique, contre l'armée iranienne. Il le fera aussi pour anéantir la rébellion des Kurdes dans la ville de Halabja en mars 1988. 5000 personnes, hommes, femmes et enfants, meurent dans ces bombardements au gaz. En 1995, la crainte d'un terrorisme chimique se concrétise au Japon. La secte Aum propage du gaz sarin. Ce gaz de guerre était répandu dans plusieurs trains et gares de la capitale. Bilan, 12 morts et plus de 5000 intoxiqués. Depuis le début de la guerre en Syrie, les forces gouvernementales sont régulièrement accusées d'utiliser des armes chimiques, mais le régime nie farouchement. Selon Human Rights Watch, 85 attaques au chlore et au gaz sarin, en grande majorité imputables au régime, ont été lancées sur le territoire syrien depuis le début de la guerre. En 2012, Barack Obama avait menacé Damas de représailles en cas d'usage de gaz toxique. We have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground that a red line for us. La ligne rouge a été franchie souvent, mais Obama fera marche arrière. Il n'a jamais mis à exécution ses menaces. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Géopolitis. Expert en désarmement, ancien diplomate, vous êtes attaché au Centre de politique de sécurité à Genève. Pourquoi Obama n'a-t-il pas mis ces menaces à exécution? Il avait le choix finalement entre la force et le droit. Il a préféré le droit, c'est-à-dire un accord international pour obliger la Syrie à déclarer et détruire ses armes chimiques, ce qui a été fait. Mais comme on le sait,
Ce système international a évidemment une grande valeur, mais il a aussi ses lacunes. Et il était impossible absolument de vérifier à 100% que les déclarations étaient authentiques et que toutes les armes avaient été détruites. Le fait est, c'est qu'il y en a encore sans doute. Est-ce qu'on est sûr que le gouvernement syrien a utilisé des armes chimiques le 7 avril dernier sur la ville de Douma? Alors, vous savez, une enquête est en cours. C'est toujours difficile d'annoncer un résultat avant que les enquêteurs eux-mêmes aient effectué leur travail. Mais ils sont restés, ces experts, longtemps retenus à Damas avant de pouvoir accéder sur les lieux de l'attaque. Quels indices concrets, sérieux, peut-on encore rassembler 10 ou 15 jours après une présumée attaque chimique? Évidemment, c'est toujours plus difficile. Tout dépend des conditions météorologiques, de la chaleur, des types d'agents toxiques utilisés. Mais il y a toujours des témoignages des victimes, des analyses médicales, des prélèvements qui doivent fournir un faisceau suffisant d'indices. Comment se fait-il qu'il ait fallu attendre 7 ans pour qu'on se décide à punir le régime syrien? Alors, évidemment, c'est une question difficile. C'est toujours un peu un dilemme pour les États qui sont externes, qui ne font pas partie d'un conflit. On sait très bien que les interventions externes en Afghanistan, en Irak, en Libye n'ont pas été des grands succès. On sait parfois que le résultat est pire que la situation qu'on a voulu changer. Dans l'affaire syrienne, évidemment, il y a eu des tentatives. Il y a toujours une négociation internationale sous l'égide de l'ONU. Mais il y a aussi des négociations parallèles sous l'égide de la Russie pour trouver une solution politique. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de solution militaire. Mais aujourd'hui, le régime se sent renforcé par son soutien apporté par la Russie et l'Iran et essaie de gagner le maximum de victoires militaires. Certains, d'ailleurs, ont dit que ces frappes étaient tellement ciblées que c'était une gesticulation de l'Occident. Quel est votre avis? Alors, l'intervention américaine, française, britannique, évidemment, est contestable sur le plan du droit, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une violation du droit qu'on doit aussi violer le droit international. Oui, Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur la légitimité de ces frappes. Est-ce qu'elles sont légitimes, à défaut d'être légales? Est-ce qu'elles sont légitimes? C'est tout le débat. C'est un débat plus éthique et morale que juridique. Il s'est déjà posé lors de la guerre du Kosovo, par exemple. Mais aujourd'hui, la question est de savoir ce qui est utile. Est-ce que ces frappes ont fait progresser la solution politique, le rapport des forces? Il est évidemment trop tôt pour le dire. Vous parliez de gesticulation, c'est clair qu'il y a un message derrière qui est assez fort, envoyé au régime syrien, mais aussi à la Russie, à l'Iran, pour favoriser une solution politique. Ce message, c'est qu'il y a une ligne rouge en matière d'armes chimiques. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une ligne rouge? Qu'est-ce qui fait que la ligne rouge est différente quand on parle des armes chimiques par rapport aux armes conventionnelles qui finalement sont bien plus meurtrières? C'est vrai parce que c'est encore une fois une arme considérée comme de destruction massive, comme les armes biologiques, comme les armes nucléaires. Et de ce fait, son emploi suscite plus de réactions négatives. La communauté internationale se sent interpellée et c'est pourquoi on a parlé de ces lignes rouges. Alors ensuite, la question est de savoir, encore une fois, si la solution, elle passe par le droit, par les accords internationaux ou par des actions militaires. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une séquence, quelques instants sur une séquence historique, un grand mensonge qui n'en finit pas d'influencer les politiques de désarmement. On se retrouve juste après cette séquence qu'on pourrait intituler « La grande mystification ». Ce jour-là, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire d'État américain Colin Powell déroulait un argumentaire massu. Il s'agit de convaincre la communauté internationale que l'Irak dissimule tout un arsenal d'armes chimiques et bactériologiques. À l'appui de cette mystification, diagrammes, images satellites et même une éprouvette censée contenir un poison capable d'anéantir des centaines de milliers de personnes. Ici, vous voyez 15 bunkers de munitions indiqués en jaune et rouge. Les 4 qui sont encadrés en rouge représentent des bunkers de munitions chimiques actives. Comment puis-je affirmer cela? Regardez l'image sur la gauche.
Il s'agit d'un gros plan de l'un de ces 4 bunkers chimiques. Les 2 flèches indiquent la présence de signes indubitables que ces bunkers stockent des munitions chimiques. À peine 6 semaines plus tard, l'Amérique et ses alliés lançaient leur offensive contre l'Irak. Le régime de Saddam Hussein allait être renversé et les équilibres géopolitiques du Moyen-Orient totalement bouleversés. En quoi, Marc Finot, ce mensonge historique rend-il aujourd'hui plus difficile la lutte contre l'armement chimique? Oui, parce qu'il pose la question fondamentale qui est la preuve. Quand on veut accuser quelqu'un, un pays, d'avoir violé des traités, d'avoir des programmes clandestins, il faut pouvoir apporter des preuves, mais des preuves solides. Donc c'est pourquoi l'organisation chargée du contrôle des armes chimiques aujourd'hui est très prudente. Elle agit selon ses règles. Elle a des inspecteurs très qualifiés qui doivent pouvoir se rendre sur le terrain, faire des enquêtes et ensuite rendre compte. Il y a eu ce mécanisme conjoint avec les Nations Unies qui malheureusement a cessé de fonctionner à cause de l'opposition de la Russie. C'est un peu paradoxal aujourd'hui que la Russie accuse les Occidentaux d'utiliser des mensonges pour accuser le régime syrien, alors qu'elle empêche ces enquêtes d'être effectuées efficacement. Ouais, c'est un paradoxe. Quels sont les pays aujourd'hui qu'on peut soupçonner de détenir encore un arsenal chimique? Alors, il n'y a que 4 pays qui ne sont pas partis à la Convention, c'est-à-dire qu'Israël l'a signé mais ne l'a pas ratifié et n'est pas soupçonné de posséder des armes chimiques parce qu'il n'en a pas besoin. L'Égypte ne l'a pas signé et elle a utilisé des armes chimiques dans le passé, au Yémen dans les années 60. La Corée du Nord, qui est évidemment fortement soupçonnée d'en posséder, avec toute la panoplie, les armes biologiques et nucléaires. Et le Sud-Soudan, qui est l'État le plus récent, qui, lui, n'a pas eu le temps de mettre en ordre ses dossiers, qui n'a pas encore adhéré à cette convention. La Suisse, c'est une révélation de la radio-télévision suisse, a exporté en 2014 un produit, je crois on dit un précurseur dans le jargon, qui peut servir à fabriquer du gaz sarin, donc vers la Syrie, en laissant une société syrienne acquérir ce genre de produit. Est-ce que la Suisse a violé les conventions internationales ? Alors, légalement, non, parce que ce produit-là, l'isopropanol, n'est pas énuméré dans la Convention sur les armes chimiques comme un des précurseurs contrôlés, soumis à autorisation, de même que la loi interne suisse et les accords aussi internationaux, l'accord de Wassenaar, le groupe Australie, n'incluent pas ce produit-là comme un précurseur. Parce qu'il donc, peut formellement, la Suisse n'a pas violé les accords? Non, juridiquement, non. Non. Point de vue éthique? Après, la question, justement, c'est une question, je dirais, de vigilance internationale. C'est un devoir qui incombe à tous les États, en tout cas ceux qui sont partis à la Convention sur les armes chimiques, de contrôler les exportations. Je pense que cette affaire remonte à 2014. Aujourd'hui, comme l'ont dit d'ailleurs les autorités suisses, cette autorisation ne serait certainement pas accordée. Ce sera ma dernière question, Marc Finot. On voit l'usage répété, presque régulier, d'armes chimiques en Syrie. On a entendu les gouvernements américains, français aussi, annoncer la rénovation de leurs arsenaux nucléaires. Est-ce qu'il ne faut pas être inquiet pour l'avenir? Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir sur des acquis en matière de désarmement qui faisaient consensus au XXe siècle? C'est vrai, il y a eu tout un processus de négociation, d'adoption de traités pour interdire au moins 2 catégories d'armes de destruction massive, biologiques et chimiques, plus d'autres traités ensuite qui ont s'appliquer aux armes utilisées contre les civils, les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions. Puis aujourd'hui, l'interdiction des armes nucléaires qui fait l'objet d'un traité, mais qui est très controversé puisque les puissances nucléaires le refusent. Et la question, c'est de savoir pourquoi faire une exception en faveur des armes nucléaires qui, évidemment, si elles étaient utilisées, auraient un effet encore plus dévastateur que les armes chimiques ou biologiques. Et vous n'êtes pas inquiet en termes de prolifération ou de reprise de la prolifération? C'est clair qu'en tout cas, il y a un tabou qui a été brisé, qui en tout cas a été érodé par l'usage des armes chimiques, mais il y a en même temps cette réaction de la communauté internationale pour dire non, les armes nucléaires aussi doivent être interdites et éliminées. Merci Marc Finot. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir à Géopolitis. Merci.
Afin de prolonger cette émission, je vous invite à retrouver les publications de notre invité du jour, Marc Finot, sur le désarmement ou la non-prolifération chimique, bactériologique, nucléaire. Tout est accessible sur le site du Centre de politique de sécurité de Genève, GCSP, en anglais. La chaîne Arte Info vient de produire un dossier très complet relatant l'histoire des armes chimiques de la Première Guerre mondiale au conflit actuel en Syrie, intitulé « Les armes chimiques, un fléau mondial », à découvrir sur le site Arte Info. Enfin, dans les trésors des archives de la RTS, nous avons retrouvé une émission du magazine Télescope. C'est accessible sur notre site de Géopolitis, comme d'ailleurs toutes nos émissions que vous pouvez revoir ou podcaster. Merci à vous tous de votre intérêt et de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Géopolitis. À bientôt.